Vous savez, dans le monde de l'horreur sur YouTube et en général, il y a vraiment des histoires de tout genre. De la petite histoire un petit peu badante qui n'a pas eu énormément de conséquences aux faits divers les plus sordides et les plus graves, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et ce soir, à travers cette nouvelle approche, on espère que vous êtes prêts car on va vous proposer 4 threads qui sont de plus en plus horribles. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Kratos Et de Joe. Et ce soir, ça y est, on est parti pour un nouveau thread d'horreur. Merci à tous pour vos retours sur le dernier feed qu'on a fait, je pense que vous n'êtes pas passé à côté. Il y a eu des vidéos qui ont été publiées sur les 3 chaînes de Haken, Julano et donc de la nôtre. Nous on a kiffé faire ça et vous avez aussi l'air d'avoir kiffé, donc c'est super cool. Merci à tous d'avoir pris le temps de commenter et de nous avoir dit ce que vous en avez pensé. À l'avenir, on va essayer d'organiser de plus en plus ce genre de projet. Du coup, on espère que vous allez suivre. En tout cas, jusque-là, vous avez été vraiment fantastique. C'était trop bien. À chaque fois qu'on lit vos retours en commentaire, c'est super cool. On vous rappelle qu'on répond à tout le monde. Du coup, merci à ceux qui prennent le temps de le faire. C'est vraiment super important. Et d'ailleurs, ce soir, on a encore besoin de vos commentaires pour savoir un petit peu ce que vous en pensez, étant donné qu'on va vous raconter 4 histoires qui vont monter en crescendo, comme vous l'avez compris. Ça va vraiment être de plus en plus flippant, de plus en plus violent, et donc on a besoin de savoir si ça vous plaît. Bon, on vous met quand même un gros disclaimer parce que encore les 2 premières histoires, ça va, ça peut aller et c'est un peu dans la lignée de ce qu'on fait déjà dans notre série des threads d'horreur, mais les 2 dernières et notamment la 4e sont vraiment d'un tout autre acabit et vraiment pour les âmes les plus sensibles, on le déconseille. Vraiment, on dit pas ça pour le teasing, la 4e histoire est vraiment absolument horrible, donc encore une fois, si vous n'êtes pas prêts, n'hésitez pas à ne pas la regarder, c'est très bizarre dit comme ça, mais vous avez compris le message. Pour ceux qui restent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous suivre sur les réseaux sociaux et aussi à laisser un petit commentaire sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et ensemble, enfonçons-nous de plus en plus dans les strates obscures des threads d'horreur. Bon, comme vous l'avez compris, pour cette première histoire, on va commencer quand même assez doucement avec le récit de Julien. Tout commence alors qu'il habite en Normandie dans un immeuble à 2 étages. Julien occupe le premier étage et il nous dit tout de suite le 2e étage est très souvent loué et donc les locataires changent assez fréquemment, il n'a pas énormément de contact avec eux et il ne sait pas vraiment qui est là à chaque fois. Mais alors que jusque là tout se passait plutôt bien avec ses voisins, que le peu de contact qu'il avait eu avec ses voisins s'était toujours bien déroulé, un jour il voit débarquer une énième locataire du nom de Serena. Les premières semaines suivant l'emménagement de Serena se passent plutôt normalement, c'est une rencontre assez classique, il la croise assez souvent dans les couloirs et à chaque fois ça se passe plutôt bien, Serena a l'air d'être une fille assez calme. Bref, sa routine continue, elle n'est pas tant chamboulée que ça et c'est un fameux soir qu'il va commencer à rencontrer les premiers changements. On est en pleine semaine, il est quand même assez tard, Julien est en train de dormir à point fermé mais il est brusquement réveillé par un énorme bruit qui provient de l'appartement du haut. Les bruits qu'il entend sont quand même assez lourds, il a vraiment l'impression que Serena est en train de déplacer des meubles alors qu'on est vraiment en plein milieu de la nuit et Julien est quand même vachement surpris, c'est pas du tout un comportement qui lui ressemble. Bon, pour cette fois, il ne fait pas trop attention, il se dit qu'elle était très certainement en train de faire un ménage un petit peu tardif, mais malheureusement ces phénomènes vont se répéter les prochains jours et ça va vraiment devenir de plus en plus fréquent. Bon, au bout de quelques jours, ça commence à devenir quand même assez gênant et on le comprend, il est à chaque fois réveillé en pleine nuit par des bruits lourds et un moment, alors qu'il est vraiment fatigué et qu'il compte aller lui dire, il entend un bruit un peu différent. Ces fameux bruits vont passer du déplacement de meubles à quelque chose de beaucoup plus lourd comme si quelqu'un était en train de tomber sur le sol. À ce moment-là, en pleine nuit, il commence à flipper un petit peu, il se demande ce qu'il se passe et il est même un petit peu inquiet, il se demande si quelqu'un n'est pas en danger et du coup il va décider d'attendre 5 minutes et au bout de 5 minutes, rebelote, il a vraiment l'impression qu'un meuble est en train de se déplacer et juste après que quelque chose de très lourd est en train de tomber sur le sol. À ce moment-là, c'est 1000 scénarios différents qui se passent dans la tête de Julien. Il essaye de se rappeler, de savoir s'il avait vu quelqu'un rentrer dans l'appartement de Serena, si peut-être son petit copain lui avait rendu visite. Et en partant sur cette théorie, son cerveau ne va faire qu'un seul tour. Il se dit que Serena est très certainement en danger, que son petit ami avait peut-être une dispute avec elle et qu'il en serait devenu violent. Julien se décide donc, il saute de son lit, il enfile ses meilleurs chaussons de manière très épique et il se rend à l'étage bien décidé à savoir ce qu'il se passe. Son cœur battant la chamade parce qu'il ne sait absolument pas sur quoi il va tomber, il commence à toquer à la porte et à attendre. Et il va attendre un bon moment parce qu'absolument personne ne répond. Au bout d'un certain temps, le silence commence à devenir un petit peu pesant et même un peu gênant. Julien se demande s'il fait vraiment bien de venir voir ce qu'elle faisait. Peut-être qu'au final, il se faisait seulement des films. Et du coup, à voix haute, dans le couloir, il va simplement dire pour qu'elle l'entende à travers la porte que si elle avait besoin d'aide, il serait là et qu'elle n'avait qu'à l'appeler. Le lendemain, sa journée se passe très bien, il n'y pense quasiment plus et il n'y a absolument aucun signe alarmant.
Sauf que lorsque le soir tombe, et plus précisément la nuit, Julien se met au lit et c'est exactement le même scénario que la veille qui va se répéter. Un bruit de déplacement de meubles qui est assez grave, puis un bruit lourd qui tombe sur le sol. Julien n'en peut plus, il remonte encore une fois, il est bien décidé à savoir ce qui se passe et si Serena est en danger, sauf que encore une fois, il fera simplement face à son silence. Julien rentre donc chez lui un petit peu frustré, il est bien décidé à la rencontrer le lendemain pour lui demander ce qui se passe et c'est exactement ce qu'il va faire. Il essaie de l'attraper alors qu'elle descend des escaliers pour lui demander des détails et d'éclaircir la situation parce que clairement c'était un comportement beaucoup trop bizarre. Sauf que là, complètement étonnée, Serena ouvre grand les yeux et lui dit clairement qu'elle ne voit pas du tout de ce dont il parle. Serena a vraiment l'air sincère, elle ne comprend absolument pas, en tout cas en apparence, et Julien va essayer de lui expliquer ce qu'il entendait chaque soir, mais Serena dit que elle n'entend rien, et du coup il rentre encore une fois chez lui un petit peu frustré, sauf que là il a une idée en tête. La prochaine fois qu'il entendra ces bruits, il va directement dégainer son téléphone, il va le mettre en mode enregistreur et lui montrer le lendemain ce dont il parle. Et son pari va se révéler gagnant, sauf que là, il a encore plus peur parce que les bruits sont encore plus lourds, les meubles qui se déplacent, quelque chose qui tombe sur le sol, il se dit que c'est absolument immanquable et que son téléphone l'avait forcément enregistré. Mais ce soir-là, quelque chose de différent se passe parce que juste après ces phénomènes, il entend des bruits de pas dans l'escalier. Très distinctement, il entend quelqu'un descendre doucement les escaliers, marcher jusqu'au hall, ouvrir la porte et enfin s'engouffrer dans la cour qui était devant l'immeuble. Encore une fois décidé, Julien se met à suivre la personne et là, en sortant du hall, il reconnaît directement de qui il s'agit. C'est bel et bien Serena qui se tient dos à lui face à la route et qui ne bouge pas d'un poil. Julien a beau répéter son prénom, Serena ne se retourne pas, du coup un petit peu hésitant, il marche à tâtons vers elle, pose une main sur son épaule et c'est à ce moment-là que cette dernière se retourne vers lui et le fixe avec des yeux vides. Après quelques secondes de flip total à se demander ce qu'elle faisait, Julien comprend enfin, elle est en fait en pyjama en train de le regarder mais elle n'est absolument pas consciente, Serena est en fait somnambule. À ce moment-là, Julien a donc un très bon réflexe, il se retourne en lui prenant le bras et il la raccompagne tout simplement à son appartement pour qu'elle puisse se remettre au lit. Le lendemain, il va encore une fois se croiser, Julien va lui expliquer toute la situation, il va simplement lui dire qu'elle était en fait somnambule et Serena est complètement étonnée, elle n'était pas du tout au courant. Bref, vous l'aurez compris, tous ces instants de flip qu'avait vécu Julien, tous ces bruits de déplacement étaient simplement dus au somnambulisme de Serena et du coup en fait il n'y avait absolument personne qui était en danger. Et maintenant qu'on finit sur une note positive pour cette histoire, on va passer à la deuxième qui vous le verrez est beaucoup plus sombre. Ok, on est parti pour cette deuxième histoire, j'espère que vous êtes prêts, parce que c'est l'histoire de Tim qui nous partage son récit qui s'est passé lorsqu'il avait 3-4 ans. Donc vous l'imaginez bien, il ne s'en rappelle pas très bien, et donc tout ce qu'il va nous raconter se base sur les témoignages de ses cousines, qui s'appellent Hélène et Laura. Petit retour dans le passé, l'histoire se déroule fin août en 2009. À ce moment-là, Tim, sa famille et ses cousines passent 2 semaines dans un centre aquatique type Center Parks un peu. Il y avait son père, sa mère, ses 2 cousines et il y avait également sa grand-mère. Et pendant ces 2 semaines, un après-midi, ces 2 cousines vont l'emmener dans une aire de jeu à proximité de pas mal de magasins. Une fois les courses terminées, les 2 cousines posent les sacs par terre et elles commencent à remplir les paniers des vélos. Et pile à ce moment-là, Hélène reçoit un coup de fil qui a l'air important. Et comme vous vous le rappelez, on est dans une aire de jeu, il y a pas mal de bruit et donc elle décide de s'éloigner un peu pour prendre son coup de fil. Laura se met donc à charger toute seule le panier avec les courses qu'elle avait faites, sauf que ce n'est pas du tout le délire de Tim qui lui a juste envie de jouer et donc il va demander à Laura s'il peut s'éloigner un petit peu pour ramasser des pommes de pin par terre. On vous le rappelle, Tim est très jeune, il n'a que 3-4 ans et ses cousines sont elles beaucoup plus grandes et donc Laura va finir par accepter à condition qu'il reste dans son champ de vision. Petit descriptif quand même de sa cousine Laura, Tim nous précise qu'elle a un petit gabarit mais que c'est certainement la personne la plus musclée de toute sa famille. Elle fait énormément de sports de combat, elle a un tempérament explosif et elle n'a vraiment jamais peur de se battre qui que soit son adversaire. Tim vit donc sa meilleure vie, il est un petit peu excentré, il est en train de ramasser ses pommes de pin et au bout d'un moment, il se rend compte qu'il n'est pas tout seul, qu'il y a un homme qui a une 60aine d'années qui fait exactement la même chose que lui et qui a également une pomme de pin dans la main. Cet individu ramasse des pommes de pin et il fait même signe à Tim de le suivre et donc les deux commencent à s'éloigner peu à peu. Bien entendu, Tim avait été averti du fait de ne pas suivre des inconnus, mais du haut de son jeune âge, il s'était dit qu'il était en sécurité étant donné que sa cousine n'était pas loin. Il décide donc de faire quelques pas vers l'inconnu et c'est là que l'histoire prend un tournant radical. L'homme de 60 ans lâche toutes ses pommes de pin et il se jette sur Tim pour essayer de l'attraper. Heureusement du premier coup il ne va pas réussir mais il va retenter et cette fois il va y arriver.
Sauf que c'est déjà trop tard, Laura a entendu Tim crier de toutes ses forces et donc elle se précipite le plus vite possible sur l'individu et tout en courant le plus vite possible, elle se met à lui hurler dessus. Sous la panique, l'homme va tirer Tim de toutes ses forces pour essayer de l'attirer vers lui, mais heureusement Laura va littéralement se jeter sur lui et l'homme pris de court va lâcher Tim. Laura est maintenant à califourchon sur l'individu en train de le frapper de toutes ses forces et pendant ce temps elle hurle le nom de Helen pour qu'elle vienne la rejoindre. Sauf que là, la situation prend de l'ampleur et les gens qui sont autour commencent à être avertis. Ils regardent la situation et se mettent à appeler la sécurité parce qu'ils croient qu'une jeune fille est en train d'agresser un vieillard. Ni une ni deux, la sécurité est en train d'arriver et se mettent tout de suite à tirer Laura qui se débat de toutes ses forces et qui essaye d'expliquer que ce n'est pas elle la fautive mais que c'est lui qui a tenté de kidnapper son cousin. Dépassé par les événements et ne comprenant pas du tout la situation, la sécurité décide d'embarquer les deux, donc Laura et le vieil homme. Pendant tout ce temps, Helen est revenue et elle prend Tim dans ses bras et elle s'occupe de lui en appelant bien entendu ses parents pour qu'ils viennent le plus vite possible. À ce moment-là, Helen et les parents de Tim ne sont pas du tout au courant de ce qu'il vient de se passer, ils ne comprennent donc pas du tout pourquoi Laura se trouve à ce moment-là dans le poste de sécurité. Et après avoir discuté avec la sécurité et Laura, tout le monde va très vite comprendre la situation. L'homme est finalement arrêté et c'est seulement 12 ans plus tard, à ses 15 ans, que Tim va avoir le fin mot de cette histoire. Les parents de Tim ne voulaient pas lui dire avant ça parce qu'il était trop jeune, mais maintenant qu'il est déjà plus vieux, ils vont lui avouer que l'individu était activement recherché par la police. Et ce pour des raisons sombres, dont notamment kidnapping, séquestration et abus sexuels sur des mineurs. Tim est complètement choqué en apprenant cette nouvelle et il se rend compte à quel point il a échappé belle ce jour-là. Il nous dit que si sa cousine n'avait pas été là ce jour-là, les choses auraient pu être bien plus graves et c'est pour ça qu'il est aujourd'hui reconnaissant envers elle et ce pour toute sa vie. Bon, pour cette troisième histoire, on vous le prévient quand même, pour les âmes les plus sensibles, on monte un cran en violence. Et cette fois, c'est l'histoire de Charlotte qui actuellement a 14 ans, mais au moment des faits, elle en avait seulement 11. Elle nous le précise directement, le lieu où se sont passés les événements est un endroit qui pourrait être assez facilement retrouvé si elle donnait trop de détails, du coup elle décide de ne pas trop en donner justement. Surtout que cette histoire ne la concerne pas qu'elle, mais également ses deux meilleures amies qui s'appellent Luna et Elsa, et les faits se déroulent en 2019. Pour contextualiser un petit peu, les trois amies habitent dans la même ville, mais il y en a une d'entre elles qui habite dans un logement un peu particulier. Et cette pote, c'est Luna qui habite avec ses parents dans une espèce de yourte sur un terrain qui est non constructible et cette habitation complètement atypique est dans un endroit complètement paumé à la lisière de la forêt. Et un petit détail quand même, les parents de Luna n'avaient pas l'autorisation d'installer leur yourte ici et du coup à chaque fois que Luna et ses amis étaient dans le coin en train de jouer, ils leur demandaient de ne pas attirer l'attention parce que clairement ils ne voulaient pas avoir affaire à la police. Mais malheureusement, les trois jeunes filles n'en font qu'à leur tête, elles sont quand même assez jeunes et du coup très régulièrement elles vont se balader dans la forêt et elles ont même baptisé un endroit qui est leur QG. Il s'agit tout simplement d'une petite cabane qui est complètement abandonnée en plein milieu de la forêt. La cabane en question est complètement délabrée, elle est vraiment à deux doigts de s'effondrer, mais les trois jeunes sont quand même bien motivés, elles vont mettre toute leur âme pour tenter de la rénover et d'en faire un endroit plus confortable. Et cette activité, le fait de se retrouver entre potes dans les bois pour essayer de consolider leur QG, va les occuper pendant des mois. Malheureusement, une époque sombre qui s'appelle le confinement va leur tomber dessus et du coup ça va complètement mettre à mal leur projet qui va devoir être abandonné pendant quelques mois, mais juste après elles vont directement y retourner. Et la première fois qu'elles y retournent après le confinement, elles sont un petit peu déboussolées, elles ont perdu leur habitude et elles ont complètement oublié de prendre les pelles et les râteaux qui se trouvaient chez Luna. Elles prennent donc une décision, elles laissent toutes leurs affaires dans la cabane et elles décident de faire un aller-retour en passant par chez Luna pour chercher tous leurs ustensiles. Mais une fois de retour à la cabane, c'est la douche froide. En remontant le petit chemin qui permettait d'accéder à la cabane, elles voient un homme qui se tient appuyé sur cette dernière et qui est en train de regarder par la fenêtre. Sauf que malheureusement, le plan de passer incognito est complètement tombé à l'eau parce qu'elles ont déjà fait trop de bruit et du coup l'homme se retourne directement vers elles. Charlotte, Luna et Elsa y pensent directement, elles se disent que c'était très certainement le propriétaire du terrain et de cette cabane et du coup à ce moment-là, elles ne savent pas quoi faire parce que toutes leurs affaires sont dedans. Et après un micro-temps de réflexion, elles se dirigent à nouveau vers la cabane et en fait leur plan est très simple. Elles font semblant d'avoir entreposé momentanément leur affaire ici et de manière temporaire comme si c'était la première fois qu'elles y passaient. Mais malheureusement, les choses ne vont pas du tout se passer comme elles l'avaient prévu. Déjà, en arrivant à la hauteur de l'homme, elles sont complètement intimidées, mais bizarrement, il n'a pas l'air énervé.
Et il va même plutôt commencer à s'intéresser à elles, il va d'abord leur poser des questions un petit peu bateau, il va leur demander leur prénom, où est-ce qu'elles habitaient et qu'est-ce qu'elles faisaient dans les bois. Et au fur et à mesure qu'il engage la conversation, il va commencer à dire des trucs très bizarres. Au début, il va simplement dire qu'il devait être un voisin de Luna. Mais après ça, il devient de plus en plus insistant, il commence à leur faire des remarques sur leur physique, et on vous le rappelle, à ce moment-là, elles n'ont que 11 ans. Il va même faire des avances explicites à Charlotte, et on vous prévient, c'est horrible, mais il va lui dire qu'elle ressemble à sa fille, mais que bizarrement, ça ne lui dérangerait pas de se marier avec elle. Bref, vous l'aurez compris, c'est un horrible pervers, et les 3 jeunes amis vont le comprendre lorsqu'il va proposer de les ramener en voiture. À ce moment-là, et heureusement ça tilte dans leur cerveau, elles refusent catégoriquement et commencent à faire demi-tour de manière un petit peu stressée, et elles vont même emprunter un chemin qu'elles n'avaient jamais emprunté. Et en pressant le pas et même se mettant carrément à courir, elles arrivent enfin à la lisière de la forêt et remarquent une voiture qu'elles n'avaient pas vue auparavant. À ce moment-là, elles n'ont aucune preuve, mais elles sont persuadées qu'il s'agit de la voiture du mec chelou qu'elles avaient rencontré juste auparavant. Charlotte fait un topo de la situation, toutes leurs affaires sont encore une fois dans la cabane, mais Luna et Elsa ont leur téléphone portable avec elles, mais Charlotte, elle, n'a absolument rien. Et avant de rentrer chez elle, elle doit absolument récupérer son sac et son téléphone portable, et du coup elles vont établir une stratégie tout ensemble. Luna va se cacher à proximité de la voiture et elle va donner un signal à Charlotte et Elsa qui vont retourner vers la cabane, et en fait dès que la voiture va se mettre en marche, ça sera le signal que la voie est libre et qu'elles peuvent retourner dans la cabane. Les 3 jeunes filles mettent donc leur plan à exécution et miraculeusement tout se passe comme prévu. Luna voit le propriétaire rentrer dans la voiture et partir. Elle va donc donner le signal que la voie est libre et donc Charlotte et Elsa vont retourner seules dans la cabane pour récupérer toutes les affaires. Une fois l'opération effectuée, elles vont se presser et courir directement pour se mettre à l'abri chez Luna. Bon, arrivé à ce moment de l'histoire, vous êtes très certainement en train de vous dire qu'on en a fait un petit peu des caisses, que l'histoire n'était pas si horrible que ça et qu'en soi elles avaient juste rencontré un gros pervers. Sauf que seulement une semaine après ces événements, Charlotte, Elsa, Luna et ses parents vont se rendre compte qu'il y a des avis de recherche d'une petite fille de 10 ans qui serait disparue à proximité. Et ces avis de recherche vont être placardés partout dans la ville. Pendant plus de 4 mois, personne dans la ville ne saura ce qui est arrivé à cette petite fille de 10 ans qui aura disparu, mais un jour la triste nouvelle va enfin tomber. La jeune fille a malheureusement été retrouvée décédée et des traces d'abus ont été constatées sur le corps. Et les 3 amis vont apprendre que la jeune fille avait disparu juste à côté d'une aire de jeu et cette aire de jeu ne se trouvait pas très loin de la cabane où elles avaient établi leur QG. Et leurs sinistres soupçons vont se confirmer lorsqu'elles vont apprendre que la personne qui était responsable de cet enlèvement et qui avait été heureusement retrouvée s'agissait en fait de l'homme qu'elles avaient croisé dans les bois juste à côté de la cabane. Les jeunes filles réalisent donc qu'elles avaient affaire à un prédateur et à un tueur et elles vont être complètement traumatisées de cette nouvelle. Encore aujourd'hui, même si l'individu a été condamné, cette histoire reste gravée dans leur mémoire. Et 4 ans après, Charlotte, en nous racontant ce récit que vous venez d'entendre, est encore peinée, et le souvenir de ce prédateur qui aura malheureusement fait une victime restera gravé en elle à jamais. Ça y est, on y est, on est enfin à la 4e et dernière histoire de cette vidéo et on vous prévient, c'est de loin la plus horrible de toutes celles qu'on vous a racontées et d'ailleurs c'est même d'un tout autre registre. Et cette histoire, c'est celle de Leonarda Cianciulli. Il s'agit d'une femme qui est née à Mantella en Italie. L'histoire dans sa globalité se passe à peu près au début du XXe siècle et pour donner un petit peu de contexte, le début de la vie de Leonarda est très compliqué. On n'a pas énormément de détails sur les circonstances de sa situation, mais lorsqu'elle était très jeune, elle aurait déjà essayé de se suicider 2 fois. Et c'est en 1917 que Leonarda épouse un employé de bureau qui s'appelle Raphaël. Malheureusement, ses parents n'approuvent pas du tout le mariage car ils avaient prévu de la marier avec un autre homme et donc elle va passer énormément de temps à se faire insulter par sa famille. Bref, tout ça pour vous dire que c'est compliqué. En 1921, Leonarda et son mari décident de déménager dans la ville natale de Raphaël. Et malheureusement, les choses ne s'améliorent pas pour elle car c'est en 1927 que Leonarda sera condamnée à de multiples reprises pour fraude. Une fois libéré, le couple décide de repartir sur de bonnes bases et de déménager. Malheureusement, ça ne va encore une fois pas marcher du tout car leur maison sera détruite par un tremblement de terre en 1930. Ils décident donc de déménager une dernière fois dans une petite ville nommée Correggio et c'est dans cette ville que Leonarda ouvre une petite boutique. Et pour le coup, les choses commencent enfin à s'améliorer dans sa vie. Elle est très populaire et elle est même très respectée dans son quartier. Malheureusement, au niveau des enfants, il y a énormément de problèmes. Pendant son mariage, Leonarda va avoir 17 grossesses, malheureusement elle va avoir 3 fausses couches et 10 d'entre eux vont mourir très jeunes. Par conséquent, Leonarda va développer un sentiment de protection maternelle très puissant envers les 4 enfants qui ont survécu.
En plus de ça, il faut savoir que Leonarda est très superstitieuse, surtout qu'elle avait été voir un jour une diseuse de bonne aventure et que celle-ci lui avait déjà prédit qu'elle se marierait, qu'elle aurait des enfants et que beaucoup d'entre eux mourraient très jeunes. D'ailleurs, dans le même registre, une autre personne du même genre lui aurait prédit qu'elle irait en prison et qu'elle irait dans des asiles criminels, bref, rien de radieux pour son avenir. Et c'est donc dans toutes ces circonstances qu'en 1939, Leonarda va apprendre la pire nouvelle. Son fils aîné et enfant préféré Giuseppe lui annonce qu'il s'engage dans l'armée italienne pour préparer la Seconde Guerre mondiale. On vous le rappelle, Leonarda est très superstitieuse et elle croit en des choses très occultes. Et en plus de ça, elle est complètement déterminée à protéger son fils Giuseppe et donc elle va arriver à l'une des conclusions les plus sordides possibles. Pour garantir la sécurité de son fils Giuseppe, elle devait réaliser des sacrifices humains. Leonarda commence donc à chercher ses victimes et elle va les trouver chez 3 femmes qui sont en fait ses voisines. La première des victimes s'appelle Faustina et elle était venue vers Leonarda parce qu'elle voulait des conseils pour trouver un mari. Leonarda va donc commencer à lui donner des conseils chelous et donc Leonarda va lui dire qu'elle connaît un homme qui habite dans une autre ville mais qu'il fallait absolument garder cette chose secrète. Elle va donc convaincre Faustina d'envoyer des lettres à sa famille et à ses amis en disant qu'elle était là-bas et que tout allait très bien. Préparant son départ, Faustina vient voir une dernière fois Leonarda pour avoir des conseils et c'est ce jour-là que celle-ci va lui donner un verre de vin drogué. Et là, on vous prévient, les détails qui arrivent sont complètement horribles. Leonarda attrape une hache et assassine Faustina, puis elle va la découper en morceaux tout en récoltant son sang. Et pour décrire son processus, elle dira plus tard dans sa déclaration officielle: J'ai jeté les morceaux dans un pot, ajouté 7 kg de soude caustique que j'avais acheté pour faire du savon et j'ai remué le mélange jusqu'à ce que les morceaux se dissolvent dans une bouillie épaisse et sombre que j'ai versée dans plusieurs seaux et vidé dans une fosse septique à proximité. Quant au sang dans le bassin, j'ai attendu qu'il coagule, je l'ai séché au four, moulu et mélangé avec de la farine, du sucre, du chocolat, du lait et des œufs, ainsi qu'un peu de margarine en pétrissant tous les ingrédients ensemble. J'ai fait beaucoup de gâteaux au thé croquant et je les ai servis aux dames qui sont venues nous rendre visite, bien que Giuseppe et moi les ayons également mangés. Mais malheureusement, et comme vous l'avez compris, elle ne s'est pas arrêtée là. Parce que sa deuxième victime sera Francesca. Alors qu'elle n'avait pas de travail, Leonarda va lui affirmer qu'elle lui avait trouvé un emploi dans une autre ville. Et exactement comme pour la première victime, Leonarda va la convaincre d'envoyer des lettres à sa famille, leur décrivant ses plans de vie, leur disant que tout allait bien, et juste avant son départ, elle va aller voir Leonarda une dernière fois, et cette dernière va encore une fois lui donner du vin empoisonné, puis l'assassiner avec une hache. Le meurtre a eu lieu le 5 septembre 1940. Et le corps de la pauvre Francesca va subir exactement le même traitement que pour sa première victime. Mais malheureusement, ce n'est pas encore la fin, car pour terminer son rituel, il fallait qu'elle fasse une dernière victime. Cette dernière s'appelle Virginia, une ancienne chanteuse qui n'avait plus de travail, et encore une fois, Leonarda va la convaincre qu'elle avait trouvé un travail pour elle à Florence. Et comme pour les 2 premières victimes, Leonarda va lui demander de faire exactement les mêmes choses concernant les lettres pour assurer à sa famille que tout allait bien et que rien de grave n'allait arriver. Virginia accepte malheureusement et c'est le 30 septembre 1940 qu'elle va rendre une dernière visite à Leonarda. Encore une fois, le schéma se répète, Virginia est empoisonnée puis assassinée à coups de hache. Et Leonarda déclarera sans aucun remords à son propos: Elle s'est retrouvée dans la marmite comme les 2 autres. Sa chair était grasse et blanche. Quand elle avait fondu, j'ai ajouté une bouteille de Cologne et après une longue période à ébullition, j'ai pu faire du savon crémeux le plus acceptable. J'ai donné des barres de savon à des voisins et à des connaissances et les gâteaux aussi étaient meilleurs. Cette femme était vraiment adorable. Et en plus de tout ça, comme pour ses 2 premières victimes, Leonarda va s'approprier leur assurance vie pour ses soi-disant bons services avant leur mort. Sauf que cette dernière victime va heureusement être la goutte de trop. La sœur de Virginia va se méfier de sa disparition et donc elle va déclarer aux autorités que la dernière fois qu'elle l'avait vue, c'était lorsqu'elle avait été chez Leonarda. La police va donc ouvrir une enquête et très rapidement arrêter Leonarda. Au début, Leonarda va nier tous les faits. Elle va dire que ce n'est pas elle qui avait commis ces meurtres. Sauf qu'elle va complètement changer de fusil d'épaule lorsque son fils va être accusé d'avoir été complice de ces meurtres. À ce moment-là, et pour protéger son fils au maximum, elle va avouer tous ses crimes et elle va les décrire comme vous les avez pu les entendre en voix off. Finalement, Leonarda est condamnée pour meurtre en 1946. Et pendant tout son procès, elle va rester impassible et va même corriger le procureur lorsqu'il va parler de ses faits. Finalement, elle sera reconnue coupable de ses crimes et sera condamnée à 30 ans de prison plus 3 ans en asile criminel.
Leonarda décède finalement en 1970 dans un asile pour femmes d'un arrêt cérébral. Et si vous vous posez la question, de nombreux objets liés à l'affaire ont été conservés par la police, notamment le pot dans lequel les victimes ont été bouillies, qui est aujourd'hui exposé dans le musée criminologique de Rome. Lors de son procès la semaine dernière, Leonarda a saisi le rail du témoin avec des mains étrangement délicates et a calmement corrigé le procureur sur certains détails. Ses yeux sombres et profonds brillaient d'une fierté intérieure sauvage lorsqu'elle concluait « J'ai donné la louche en cuivre à mon pays, celle que j'utilisais pour effacer la graisse des bouilloires, car il avait terriblement besoin de métal ces derniers jours de guerre. » Bon, que dire après cette histoire vraiment sordide? On vous avait prévenu, c'est vraiment une des plus horribles qu'on a racontées sur la chaîne. Surtout le sang-froid en fait, le recul qu'avait Leonarda. Elle avait vraiment absolument aucun remords sur ses faits et sur ses actes. Et du coup, comme on vous le dit à chaque fois, vous êtes de retour en safe place, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Vous pouvez tirer le rideau à nouveau et allumer la lumière. Comme on vous l'a dit, ça allait de pire en pire. La première histoire, tout s'expliquait avec le somnambulisme et finalement on a fini avec un fait divers horrible. Donc c'est une nouvelle approche des threads d'horreur qu'on vous a proposé ce soir. Alors on a besoin de vos avis en commentaire. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Encore une fois, c'est super important d'avoir votre avis, notamment parce que nous, ça nous aide à nous améliorer. Mais en plus de ça, ça nous aide énormément pour le référencement. Vous connaissez la chanson. En tout cas, on espère que cet épisode normalement un petit peu plus long vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et également la cloche pour être prévenu de toutes les sorties de vidéos. On vous affiche également là tous les réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok. Et également Discord si vous voulez venir parler en direct avec nous. On est super actifs et on adore parler en direct avec vous. En tout cas, nous on espère que vous avez kiffé cette vidéo. Ne vous en faites pas, ce n'est que le début de l'aventure. C'était Kratos et Joe. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Et c'est une fin de tournage. Yeah! Oh, hey. Bravo. Pour ceux qui restent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous suivre sur les réseaux sociaux, à laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo. Super important. Et ensemble, plongeons ensemble. Pour ceux qui restent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur tous les réseaux sociaux et à laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo. Et pour ceux qui restent, encore une fois... Pour ceux qui restent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous suivre sur les réseaux sociaux et aussi à laisser un petit commentaire sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et ensemble, enfonçons-nous de plus en plus dans les strates obscures des threads d'horreur. Mais c'est parfait ça! Yes!